Vous écoutez On lit pour vous. Pourquoi les femmes sont-elles si épuisées? Le travail de soins et la charge mentale. Un texte de la rédaction, paru le 24 juin 2026 sur le site ONU Femmes. Le travail invisible qui permet aux familles, aux lieux de travail et aux sociétés de fonctionner, est ce que nous pouvons faire face à l'épuisement des proches aidants, proches aidantes. Vous connaissez cette petite voix dans votre tête qui n'a de cesse de vous interroger. Y a-t-il suffisamment à manger à la maison? Les vaccins de mes enfants sont-ils à jour? Qui s'occupera de ma mère malade pendant que je travaille? Cette interminable liste de décisions à prendre et de tâches à réaliser. C'est ce qu'on appelle la charge mentale et, au sein de nombreux ménages, ce sont principalement les femmes qui l'assument dans le cadre de leurs responsabilités familiales, à savoir le travail souvent invisible que représente la prise en charge de nos familles, de nos foyers et de nos communautés. Ce travail peut sembler pénible et accablant ou léger et simple, selon la manière dont les travaux de soins sont répartis entre les membres de la famille et en fonction du soutien et des services qui sont disponibles. D'après ONU Femmes, nous sommes capables de réimaginer le travail de soins et nous devons le faire. Les personnes qui assument cette responsabilité seules, avec peu de soutien, de repos ou de reconnaissance, peuvent s'exposer à l'épuisement des proches aidants, proches aidantes, avec des répercussions sur leur quotidien. Toutefois, grâce à une prise de conscience et à une évolution vers un partage des responsabilités en matière de soins, sur la base de politiques de soins plus équitables et plus favorables, nous pouvons alléger ce fardeau. Le saviez-vous? Si l'on attribuait une valeur monétaire au travail de soins non rémunéré, il représenterait plus de 40% du PIB de certains pays et dépasserait dans certains cas le secteur de la manufacture, du commerce ou des transports. Pourtant, les sociétés continuent de tenir pour acquis le travail de soins non rémunéré. Qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale est le travail mental et émotionnel invisible qui sous-tend les listes interminables de choses à faire au quotidien, notamment la prise en charge d'autres personnes, la gestion d'un ménage et la délégation des tâches. C'est l'énergie que nous dépensons pour réfléchir aux besoins et aux tâches et les anticiper, les organiser, en assurer le suivi et garantir leur exécution. Au sein de nos foyers et de nos familles, la charge mentale peut affecter les parents, les enfants adultes prenant en charge des membres âgés de la famille, les conjoints, les conjointes, ou les membres de la famille assurant la gestion du ménage et les personnes qui se consacrent au bien-être de leur communauté locale. Pensez à la personne qui organise les sorties entre collègues, qui inscrit son enfant à l'école ou qui se souvient d'aller vérifier comment vont les voisins lors d'une vague de chaleur. Ce type de travail invisible est rarement reconnu à la hauteur de sa valeur véritable. Pourquoi les femmes assument-elles une plus grande part de la charge mentale? Dans les relations, les familles et les communautés, les femmes continuent de gérer la majorité des soins non rémunérés et des responsabilités familiales et toute la charge mentale que cela implique. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous grandissent en intériorisant des stéréotypes de genre sur le travail de soins et le mythe perpétuel sur les rôles des femmes, le stéréotype persistant selon lequel les femmes sont naturellement plus aptes et plus intuitives pour assumer le travail de soins, cuisiner, assurer les tâches ménagères et gérer le foyer. Ces rôles sont acquis socialement, ils ne sont pas prédéterminés biologiquement. Le fossé entre les genres en termes de charge mentale
est une tendance réelle, même lorsque les femmes sont les principales sources de revenus dans leurs relations. Étant donné que les responsabilités des femmes impliquent souvent qu'elles doivent assumer davantage de tâches, elles sont considérées comme plus aptes à exécuter plusieurs tâches à la fois. Toutefois, comme on le sait également, n'importe qui serait épuisé par cette alternance des tâches, tant sur le plan mental que physique. Ces attentes indiquent également aux hommes et aux garçons qu'ils ne sont pas aussi aptes que les femmes et les filles à assumer ces tâches ou à gérer les responsabilités familiales. Leur rôle se limite à assister, à observer ou simplement à recevoir. En réalité, les hommes sont tout aussi capables de prodiguer des soins. De nombreuses études, notamment celles de l'American Psychological Association et de Science Daily, ont réfuté les hypothèses de longue date sur les aptitudes liées au genre et l'idée selon laquelle que les hommes ne seraient pas faits pour prodiguer des soins. Ces disparités ont des effets dominos. Dans ce que l'on appelle désormais la pénalité liée à la maternité, les femmes sont davantage susceptibles de percevoir des revenus inférieurs et d'avoir une évolution de carrière plus limitée quand elles deviennent mères. Même avant d'avoir des enfants, les femmes en âge de procréer sont confrontées à une discrimination à l'embauche de la part d'employeurs qui ne veulent pas payer leur congé de maternité. Une enquête menée dans des pays européens a révélé que la pénalité liée à la maternité représentait 60% de l'écart de rémunération entre les sexes. Les hommes, quant à eux, bénéficient d'une prime à la paternité et ont plus de chances de voir leur salaire augmenter lorsqu'ils deviennent pères. Le saviez-vous? Lors de conflits, de catastrophes liées au climat ou de crises économiques, où les ressources et les services essentiels sont mis à rude épreuve, les femmes et les filles assument encore plus de responsabilités de soins. Dans les zones fragiles et en situation de conflit, les femmes consacrent près de 4 fois plus de temps au travail de soins non rémunérés que les hommes. Vous écoutez « Pourquoi les femmes sont-elles si épuisées? Le travail de soins et la charge mentale », un texte de la rédaction paru le 24 juin 2026 sur le site ONU Femmes. Pourquoi y a-t-il un fossé en termes de charge mentale entre les mères et les pères? Depuis que le groupe de recherche Equimundo, partenaire d'ONU Femmes, a lancé sa série annuelle State of the World's Fathers, la situation des pères dans le monde, il apparaît clairement que les hommes apprécient d'être impliqués. Parmi les pères interrogés, 9 sur 10 sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation suivante: « La plupart du temps, je trouve que prendre soin de mes enfants ou de mes proches est l'une des choses les plus réjouissantes de ma vie. » Un chiffre que l'on retrouve également chez les mères. Toutefois, bien que de nombreux pères déclarent souhaiter participer davantage, ce désir ne les amène pas toujours à assumer une part plus importante de la charge mentale ou des tâches. Et en raison des stéréotypes de genre, les hommes craignent d'être stigmatisés s'ils décident de privilégier leurs responsabilités familiales. Ils se retrouvent face à un faux dilemme: être un père attentionné ou un bon soutien de famille. Beaucoup de politiques liées aux congés parentaux ne font qu'exacerber le déséquilibre dans la répartition des tâches parentales. Dans les pays où des congés parentaux sont proposés aux mères et aux pères, les mères bénéficient en moyenne de 24,5 semaines de congés payés, contre 2,2 semaines à peine pour les pères. De plus en plus d'études montrent à quel point il est bénéfique pour les pères de consacrer du temps à prendre soin de leurs enfants, tant pour eux-mêmes que pour leurs bébés.
Les pères qui s'engagent sur le plan émotionnel déclarent avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et entretenir davantage de liens sociaux, et on observe même qu'ils vivent plus longtemps. Que peuvent faire les familles et les sociétés pour partager la charge mentale? Il est temps de cesser de pousser les femmes à l'épuisement et d'agir. Bien que les gouvernements et les employeurs jouent un rôle essentiel pour combler les écarts entre les sexes en matière de soins par le biais de politiques, de services et d'un changement des normes sociales, nous pouvons faire beaucoup de choses pour partager cette charge dans nos propres foyers et sur nos lieux de travail. Débarrassez-vous des stéréotypes de genre. Prenez conscience de vos préjugés quant au rôle de chacun et de chacune dans la fourniture de soins, l'organisation de projets et la gestion des responsabilités, et remettez-les en cause. Offrez une visibilité au travail invisible. Parlez ouvertement de ce qu'il faut faire et de tout ce que cela implique. Accordez de la reconnaissance aux personnes qui accomplissent ce travail. Tirez-en des enseignements et partagez la charge. Partagez les tâches de soins, qu'il s'agisse d'un ou d'une membre âgée de la famille, d'un ou d'une membre de la famille en situation de handicap, ou d'un et d'une enfant malade. Tout le monde y gagne lorsque davantage de personnes veillent les unes sur les autres. Cela implique notamment d'assumer la parentalité en équipe. Après la naissance d'un ou d'une enfant, un père peut faire tout ce qu'une mère peut faire, sauf allaiter. Encouragez les garçons à acquérir, dès leur plus jeune âge, des compétences en matière de soins. Apprenez-leur la valeur du travail qui permet à nos foyers et nos communautés de fonctionner, et qu'eux-mêmes peuvent être de bons proches aidants. Parlez d'égalité et de stéréotypes de genre avec les enfants. Planifiez les besoins et discutez-en ensemble. Tout au long de notre vie, nous prodiguons et recevons des soins. Ne supposez pas que vos proches savent ce que vous voulez quand c'est à vous de recevoir. Des communications ouvertes et anticipées contribuent à réduire le stress pour tout le monde. Encouragez votre employeur à améliorer les politiques liées au travail de soins. Rapprochez-vous des comités du personnel, des syndicats, de la direction ou des ressources humaines afin d'encourager des politiques qui soutiennent les proches aidants et les proches aidantes, notamment des politiques de congés parentaux et familiaux. Mobilisez les représentants et les représentantes de votre administration locale. Montrez-leur que les services de soins et les politiques locales et nationales sont essentiels pour vous. Comment les programmes d'ONU Femmes contribuent à transformer les systèmes de soins? Le travail de soins est souvent considéré comme une responsabilité individuelle et d'ordre privé, mais la bonne santé des sociétés et la résilience des économies dépendent d'investissements publics dans les systèmes de soins, notamment par le biais de données, de lois et de politiques, de services et d'infrastructures. À travers la Transform Care Global Initiative, ONU Femmes s'efforce de promouvoir le travail de soins pour ce qu'il est. Un bien public essentiel pour nos familles, nos communautés et nos économies. Cela doit passer par une promotion des droits des personnes qui prodiguent et reçoivent des soins, une remise en cause des stéréotypes obsolètes et une collaboration avec les gouvernements pour renforcer les systèmes de soins. Partagez la charge mentale de la parentalité. Des enquêtes sur les emplois du temps menées par ONU Femmes montrent que les mères assument beaucoup plus leur rôle de parents et les corvées ménagères. Notre campagne Hand in Hand, une expérience sociale dirigée par les jeunes, vise à remettre en cause les stéréotypes en encourageant les hommes et les garçons à s'impliquer davantage dans les soins. Le résultat, les femmes et les filles ont plus de temps pour elles-mêmes.
remédier à l'épuisement des proches aidants et des proches aidantes. En Géorgie, ONU Femmes s'associe avec le premier syndicat de travailleuses et travailleuses domestiques et de soins du pays pour plaider en faveur des droits des travailleurs et des travailleuses et d'une rémunération équitable. Réduire le stress lié à la prise en charge des personnes âgées. En Bosnie-Herzégovine, ONU Femmes propose aux aides à domicile un programme gratuit de formation professionnelle sur la prise en charge des personnes âgées pour reconnaître la valeur de ce travail essentiel. Instaurer un changement systémique par le biais de politiques. Au Chili, des milliers de personnes, y compris des femmes autochtones et des femmes en situation de handicap, ont contribué à la mise en place de nouvelles approches nationales en matière de travail de soins avec le soutien d'ONU Femmes. Au Bangladesh et au Népal, l'initiative Caring Cities d'ONU Femmes aide les dirigeantes et les dirigeants locaux à comprendre où les besoins en termes de soins sont les plus importants et à allouer les ressources là où les familles en ont le plus besoin. Il faut assurément tout un village pour soutenir nos familles et nos communautés. Pour remédier à l'épuisement et à la charge mentale des proches aidants et des proches aidantes, et pour cesser de surcharger les femmes, le village doit fondamentalement changer la manière dont nous prenons soin des autres, notamment la façon dont nous répartissons les responsabilités entre les femmes et les hommes, les ménages, les communautés, les gouvernements et les entreprises. C'était « Pourquoi les femmes sont-elles si épuisées? Le travail de soins et la charge mentale », un texte de la rédaction, paru le 24 juin 2026 sur le site ONU Femmes. Le jardin secret des mots. Une chronique de Dany Laferrière, parue le 3 juillet 2026 dans la presse. Si je reviens sur l'Académie, c'est parce que, même en France, tant de gens ignorent à peu près tout de cette institution, même s'ils semblent tous concernés par sa présence dans le paysage intellectuel. Et pourtant, ça fait près de 400 ans qu'elle existe. Appuyée par Richelieu, approuvée par le roi et attaquée par les élites successives, de gauche comme de droite. Alors, pourquoi est-elle encore debout? La France est à la fois révolutionnaire et conservatrice. Son côté révolutionnaire veut abattre tous les privilèges, et le plus insolent est celui d'un poste qu'on puisse occuper jusqu'à sa mort. Tandis que sa part conservatrice refuse qu'on touche à un seul cheveu d'une institution qui remonte à la monarchie. On a démoli la Bastille, mais Versailles reste illuminé. La vraie raison de sa permanence est qu'une minorité de gens sensibles à la langue a toujours cru au fil des siècles que le dictionnaire de l'Académie française était un trésor national. Une équipe de rêve. La vieille dame du Quai Conti, comme certains appellent l'Académie, a traversé des guerres dont 2 mondiales, des épidémies, une révolution en 1789, le bonnet rouge au vieux dictionnaire d'Hugo, les extravagances du dadaïsme et du surréalisme, les turbulences de mai 1968, sans cesser d'essuyer les quolibets de braves gens qui, sans jamais consulter de dictionnaire, affirment que tel mot n'y est pas. Quand on accuse un dictionnaire de ne pas contenir un mot, c'est qu'on admet en même temps que tous les autres y sont. Vérifiez tout de même si ce mot manquant ne se trouve pas dans une des 8 éditions précédentes qu'on peut consulter en un seul clic, car les mots ne cessent d'entrer dans l'usage ou d'en sortir. Cette académie a rassemblé dans son sein les esprits les plus déliés des 4 derniers siècles de l'espace francophone.
quelle autre institution peut prétendre avoir eu pour membres Racine, Corneille, La Fontaine, Boileau, Montesquieu, Voltaire, d'Alembert, Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Musset, Littré, Pasteur, Bergson, Yourcenar ou Senghor, et cela sans toucher aux règlements qui la régissent depuis sa fondation. Le temps. Si vous sortez dans la rue, ou si vous allez au restaurant, vous entendrez toujours le même refrain à propos des académiciens. Ils sont vieux, ils sont riches et ils ne font rien. Qui dit ça? Parfois de vieux riches qui font encore moins. Dernièrement, quelqu'un m'a présenté à des amis sans manquer de signaler que j'étais académicien et tout de suite, « Ah, c'est la première fois que j'en vois un. Je croyais qu'ils étaient tous déjà morts. » Personne n'a jamais vu en Picasso un vieux chauve. La longue barbe blanche de Tolstoï n'a jamais été non plus un sujet de moquerie. Et Borges n'est aveugle que pour sa mère. On ne voit pas Tolstoï. On admire Anna Karénine. On ne voit pas Picasso. On touche Guernica. On ne voit pas non plus Borges. On lit fiction. L'émotion reste impassible face au temps ravageur. Et même quand Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », on ne lui a pas intimé l'ordre de quitter la scène vu son grand âge. On a plutôt fait un triomphe à son recueil de 27 poèmes, dont l'inoubliable « Jeanne était au pain sec ». Alors pourquoi d'autres se font-ils chahuter pour avoir atteint un certain âge, surtout quand on sait que chaque époque a son idée de la vieillesse? Il faut avoir beaucoup écrit, beaucoup pensé, beaucoup lu et même beaucoup vécu pour être vraiment utile au dictionnaire. Notre rapport à la mémoire compte dans l'édification d'une cathédrale où les mots sont comme des pierres qui permettent de remonter le temps sans se perdre en main. Aujourd'hui, à partir de 18 ans, on peut envoyer à l'Académie une simple lettre précisant qu'on aimerait occuper un fauteuil vacant. Armand du Cambou de Coiselin, petit-neveu de Richelieu, est entré à l'Académie à 16 ans, en 1652. C'est l'exception qui confirme la règle. La mémoire effacée. Une jeune New-Yorkaise croisée au musée Guggenheim me pose à brûle-pourpoint cette question qui n'est pas de mise à Paris. À Paris, on parle aisément de sexe, mais pas toujours d'argent. Combien gagne-t-on à l'Académie? C'est 3 500 € par an si on participe à toutes les séances. J'ajoute que je paie mon loyer, ma nourriture et que j'achète une carte de métro pour mes déplacements. J'élimine ainsi tous les obstacles pour participer à cette grande aventure du langage. Outre la commission du dictionnaire, affectueusement appelée le comité central, je m'active à presque toutes les commissions littéraires et sociales, sauf la commission administrative parce que je ne sais pas compter. Et qu'est-ce que vous faites au juste? Le dictionnaire. Seulement ça? On doit rester constamment en éveil auprès d'une langue qui souffre de mimétisme depuis un moment. Mimétisme, oui, le fait qu'elle fasse tout pour ressembler à une autre langue supposée dominante. Le marché. On a terminé la conversation dans un petit café pas loin du musée. Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise un mot anglais à la place du mot français? Eh bien, on perd une couleur, une musique et une étincelle de vie. Ce mot nous a servi pendant des siècles et brusquement, sans raison, on le jette aux orties.
C'est ainsi que ceux qui l'ont employé avant nous s'effacent doucement de notre mémoire. C'est si grave? Il s'agit d'un déluge de mots anglais qui nous tombe dessus comme une pluie tropicale, mais c'est au peuple de choisir dans quelle langue il veut s'exprimer. Il peut utiliser le français et l'anglais à tour de rôle, mais il ne peut pas parler deux langues en même temps. Parler deux langues en même temps, le franglais, c'est le rêve du marché qui veut faire vite pour gagner plus. Vous vous trompez. Le marché veut que tout se passe dans une seule langue planétaire. Le CID agité. L'une des attaques qui reviennent le plus souvent à propos de l'Académie est qu'elle est poussiéreuse. Cela a démarré en 1637 avec la querelle du CID, 2 ans après que l'institution a reçu ses lettres patentes. Ceux qui la critiquent aujourd'hui sur ce plan ne font que reprendre de vieux arguments. Corneille a fait voler en éclats la règle des 3 unités ce soir-là au théâtre du Marais. Au lieu de condamner, comme on s'y attendait, les outrances de ce jeune dramaturge de 30 ans, l'Académie a cherché à ménager la chèvre et le chou et s'est mis tout le monde à dos. Sans les tergiversations de l'Académie, on se demande quel aurait été l'avenir de cette pièce qui continue à enthousiasmer la jeunesse. Il est vrai que l'Académie, sur des sujets plus brûlants, ne s'est pas assez engagée, ou a pris trop de temps avant de prendre position, mais il est bon qu'une société se garde un espace où un arbitre sans passion et enregistre la nouveauté sans précipitation. Une institution aussi ancienne ne peut accéder aux désirs de chaque individu, ni aux pressions venant de divers groupes souvent opposés. Elle doit mettre au profit du plus grand nombre sa longue expérience, car les passions changent. Il lui faut d'abord protéger ce jardin secret des mots. Mot nouveau. Pourriel. Ce mot venant du Québec est noté ce jeudi 2 juillet 2026 dans le dictionnaire de l'Académie française et sera affiché dans la livraison de juin 2027. C'est lent, mais c'est historique. C'était Le Jardin secret des mots, une chronique de Dany Laferrière parue le 3 juillet 2026 dans La Presse.